Quand un malade a de la fièvre, c'est par accès, tantôt beaucoup, tantôt peu. Mais comment mesurer ces variations? C'est le médecin italien Sanctorius qui a l'idée de fabriquer le premier thermomètre selon un principe hérité des Grecs de l'Antiquité. Plus il fait chaud, plus l'air augmente de volume. Les patients de Sanctorius réchauffent donc l'air enfermé dans une petite sphère de verre en la plaçant dans leur bouche. Du coup, l'air se dilate et déplace le niveau de l'eau contenue dans un tube relié à la sphère. Hélas, les premiers thermomètres de ce type sont ouverts à une extrémité et comme le montre l'italien Torricelli, leurs indications dépendent énormément de la pression atmosphérique. Le grand-duc de Toscane, Ferdinand II de Médicis, qui est plus intéressé par la science que par la politique, a donc l'idée de rendre l'instrument hermétique en scellant ses deux extrémités. Il remplace l'air par un liquide, l'esprit de vin. Le premier thermomètre à alcool est né. De plus, l'idée se répand qu'un thermomètre peut aussi servir à mesurer la température de l'atmosphère ou d'un liquide. Et il intéresse désormais autant les médecins que les scientifiques. Restait à adopter une échelle de température reconnue par tous. Hélas, le petit monde des savants du XVIIIe siècle ressemble à une véritable auberge espagnole. Chacun a ses préférences et défend ses idées. D'un côté, on utilise l'esprit de vin, le mercure, une combinaison de plusieurs liquides, voire même l'huile de lin, comme le grand Isaac Newton. De l'autre, on adopte n'importe quel point de repère, température de la glace, de l'eau bouillante, du corps humain, ou même d'une cave à vin ou du beurre fondant. Bref, on n'était pas sorti de l'auberge. Jusqu'à ce que 3 hommes tirent leur épingle du jeu. D'abord, l'Allemand Daniel Fahrenheit, qui au début du XVIIIe siècle s'inspire beaucoup des travaux de l'astronome danois Ole Rømer. Il teste son thermomètre à alcool et tente de descendre au maximum la température. Avec de la glace et du sel marin réfrigéré, il fixe son point 0. La température de fusion de la glace est pour lui à 32 degrés Fahrenheit et le corps humain, considéré comme 3 fois plus chaud, est à 96 degrés Fahrenheit. Pour les plus hautes températures, Fahrenheit change l'alcool pour du mercure. Il note alors 212 degrés Fahrenheit pour l'eau bouillante. Cette échelle se répandra largement dans les pays anglo-saxons où on l'utilise encore aujourd'hui. En France, c'est René Ferchaud de Réaumur qui, dès 1730, tient le haut du pavé. Son échelle, plus physique, repose sur la dilatation de l'esprit de vin qu'il préfère au mercure. Ces thermomètres, de grosses sphères de verre prolongées par un tube gradué, contiennent l'équivalent de 1000 graduations d'alcool à la température de congélation de l'eau. Le volume augmente jusqu'à atteindre 1080 graduations à la température d'ébullition de l'eau. Cette différence de 80 degrés, une fois entrée dans les mœurs, sera par la suite utilisée pour graduer de nombreux types de thermomètres européens, et pas seulement à alcool. Mais le grand vainqueur de cette guerre des thermomètres est le Suédois Anders Celsius. Il propose une échelle qui a le mérite de la simplicité. 0 degré marque la hauteur de mercure dans un thermomètre plongé dans l'eau glacée et 100 degrés quand il est plongé dans l'eau bouillante. 1 degré correspond dès lors au centième de la différence entre ces deux niveaux. Cette échelle, basée sur le chiffre 100, comme le système métrique, sera reconnue d'abord par la Commission des poids et mesures de la Convention, puis définitivement adoptée en 1948 par la Conférence internationale des poids et mesures. Si, aujourd'hui, on utilise le degré Celsius, il est désormais relié à l'unité scientifique, le Kelvin. Mais ça, c'est une autre histoire.